Bonjour à toutes et à tous. Donc je crois que le thème de ce premier panel, un paysage média en pleine révolution, je crois qu'on peut garder le R. Je vais peut-être commencer par demander à Yannick, Laurent, Patrick, très rapidement, pour chacun d'entre eux, les 2-3 faits marquants, ou le fait marquant qui a bouleversé leur métier ces dernières années. Yannick. Je pense que le fait marquant qui a bouleversé le paysage média, si je reprends le titre paysage média, c'est clairement l'arrivée de la TNT, qui a totalement bouleversé le paysage télévisuel en France et l'ensemble du paysage média avec, puisque, juste pour rappeler 2-3 chiffres que Laurent connaît par cœur, en 2005, 75% des Français ne recevaient que 5 chaînes, et souvent en conditions analogiques, c'est-à-dire avec l'image brouillée, un peu de neige, on disait à l'époque. Les opérateurs ADSL n'existaient pas encore, la triple play n'existait pas, donc la seule façon de recevoir plus de chaînes, c'était de souscrire à une offre de câble ou de satellite. Et au 31 mars 2005, grâce au digital, parce que le digital, c'est pas uniquement Internet, c'est aussi tout ce que ça permet de manière technologique. Là, en l'occurrence, c'était de compresser les fréquences pour, sur la même place de spectre, passer de 6 à 6 fois plus de fréquences. On est passé de 5 à 18 chaînes. Aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, 100% des Français reçoivent au moins 18 chaînes gratuites. Les parts d'audience, je pense que Laurent pourra en dire un mot, ont été totalement bouleversées. Les équilibres ont été totalement bouleversés. En bien pour nous, pour le groupe Bolloré, Direct 8 et Direct Star, qui sont récemment été relancés sous la marque des 8 et des 17, si vous avez suivi. Voilà, donc je pense que pour moi, on pouvait difficilement y échapper, ça a été un des faits médias de cette semaine et de la semaine dernière marquant. C'est vrai qu'au niveau des audiences, d'ailleurs c'est des chiffres d'IMCA, en 10 ans, les nouvelles chaînes qui sont arrivées grâce à la technologie du digital ont pris un tiers, 34% du marché en France et en Allemagne, 46% en Espagne et en Angleterre, pour avoir une idée de cette révolution des audiences avec ces nouveaux acteurs. Laurent, un groupe comme TF1, les faits marquants, ces nouvelles chaînes bien sûr, d'autres phénomènes dans les usages aussi de consommation de la télévision? Oui, Yannick a bien sûr beaucoup dit. Peut-être qu'un des faits marquants, c'est la transformation de la temporalité de ce marché. Alors bien sûr la TNT, bien sûr le digital, on va en parler ensemble. Mais ce qui est assez impressionnant dans la temporalité, c'est une ère des médias où le présent est permanent. C'est-à-dire que les contenus, la discussion, le partage ne s'arrêtent jamais. Un grand chef d'État anglais disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. C'est comme le sentiment que le soleil ne se couche plus jamais sur cette terre et ce marché des médias. Et la temporalité également, c'est l'accélération phénoménale de ce secteur industriel et cette transformation. Ce marché, Yannick l'a dit pour la télévision, mais c'est peut-être plus transformé en 5 années qu'il ne s'était transformé au cours des peut-être 15 dernières années. Transformation des modèles économiques, transformation même des contenus, transformation de la façon dont ils sont regardés, partagés, commentés, bouleversement des frontières nationales et de la régulation nationale qui ne tient plus le choc face à un marché et des modes de consommation totalement transformés par des acteurs transnationaux. Il y a beaucoup de choses, mais peut-être que cette notion de temps qui a complètement changé dans la consommation, dans l'accélération des modèles, dans l'accélération des entreprises, et qui va encore s'accélérer, et ce présent qui finalement est permanent. Il y a un patron d'agence qui employait le terme de présent perpétuel, c'est une très très belle formule. C'est peut-être ça finalement qui est un indicateur transverse de la transformation finalement de l'ère digitale. Et le titre de la conférence est Évolution avec un R ou Révolution. C'est absolument une révolution. Oui. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on est rentré effectivement dans cette ère des multi-écrans. Je crois qu'en Angleterre, 41% des gens qui possèdent des tablettes smartphones, c'est-à-dire quasiment tout le monde, regardent au moins une fois par jour la télévision, avec en même temps ces tablettes et ces écrans. Ça bouleverse, je pense, les usages de consommation de la télévision, sans doute la manière de faire des campagnes aussi dans le lien qui se crée entre le consommateur et la marque. On va y revenir. Peut-être Patrick Pouquet, parce que la presse aussi, forcément, là on parle des écrans, une multiplicité des écrans, les tablettes et une révolution de votre métier.
Oui, absolument. Nous, la mutation la plus majeure, c'est naturellement la transformation numérique de nos audiences depuis quelques années. Le groupe Figaro, c'était jadis un quotidien et des magazines. Désormais, ce sont aussi 10 millions de visiteurs uniques sur nos sites internet et 2 millions de visiteurs uniques sur nos sites mobiles. Et ça change tout. Ça change effectivement la structure de nos audiences. On a à la fois des audiences plus larges et plus jeunes. Ça change la manière de produire de l'information. Désormais, effectivement, on fait du 24/24, 7 jours sur 7, et non plus uniquement la production d'une information à la fois fiable et profonde pour le quotidien du lendemain. Ce temps perpétuel dont parlait Laurent, c'est-à-dire qu'une information, elle est immédiatement sur le site figaro.fr, elle est d'abord immédiatement sur les mobiles, avec notamment les systèmes de notification push, effectivement, qui créent une pression très très forte, et une concurrence d'ailleurs entre tous les médias, parce qu'il faut être le premier à délivrer l'information, tout en conservant l'exigence qu'on s'appelle Figaro, de fiabilité, de rigueur dans l'information qui est délivrée. Donc tout ça a aussi changé naturellement les processus de production de l'information en interne. On ne produit plus effectivement comme on produisait avant, avec des compétences qui se sont mutualisées au sein des rédactions, avec la construction de newsrooms. Ça a changé aussi radicalement naturellement les business models, avec de plus en plus au niveau du régie la nécessité effectivement de proposer des solutions cross-média, avec aussi des interrogations sur le partage entre le payant et le gratuit, sur la manière effectivement dont on diffuse l'information. Dans les revenus d'un groupe comme le Figaro aujourd'hui, que représente la part revenus numériques et la pub qui va toujours sur... Alors le groupe Figaro, c'est un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et le numérique représentera cette année un quart de nos revenus. Donc c'est beaucoup, je pense qu'on est probablement... Et comparé aux journaux américains et aux modèles américains, ça... Alors dans ce quart, je mets l'ensemble effectivement de nos revenus numériques, donc c'est à la fois de la publicité, c'est du payant, mais c'est aussi des annonces classées, qui sont un segment assez important. Et malheureusement, nos confrères américains ont souvent vu effectivement se dissoudre les revenus émanant des annonces classées à cause de la Craigslist, à cause effectivement de l'apparition d'un certain nombre d'acteurs qui ont complètement effectivement nettoyé ce marché en imposant une gratuité totale. On a la chance effectivement, notamment avec des actifs comme Cadre Emploi, Explorimo, qui sont des sites de classify dans le groupe, d'avoir là des pôles très très importants en termes de création de valeur digitale. Chacun d'entre vous, est-ce que vous diriez que cette révolution numérique a apporté de la valeur et à créer de la valeur dans vos métiers, et notamment pour les audiences? Je crois que les audiences d'une marque comme Le Figaro ont augmenté avec les tablettes et la possibilité d'avoir accès à l'information et de manière beaucoup plus large. Est-ce que ça crée de la valeur? Et est-ce qu'on peut la quantifier? Oui et non, mon général. Non, parce que évidemment, dans un marché qui passe à quasiment dans quelques semaines 26 chaînes de télévision, qui affrontent des crises conjoncturelles comme l'économie française affronte, il y a des tensions sur les prix. Donc non, parce que la valeur, je parle notamment bien sûr pour la publicité, a affronté des transformations de modèles économiques qui font qu'en général, quand l'offre est plus importante que la demande, on a des ajustements sur les prix. Oui, parce qu'il faut aller chercher des nouvelles poches de valeur et il faut aller créer en réalité les nouveaux modèles économiques. Pour la télévision, il y a un débat qui est assez intéressant. Si nous avions fait cette conférence il y a 3 ans, le thème aurait été « La télévision est-elle morte ?» Et il y a 3 ans, on était convoqués au cimetière. Ben, en réalité, on s'est retrouvé à la maternité. C'est-à-dire que naît devant nous une nouvelle ère de la télévision. Une nouvelle ère parce que la télévision ne fait pas simplement que se regarder, elle se consomme à la demande, elle se commente, elle se partage. On va lui demander des bonus, c'est-à-dire on va lui en demander plus, et le contenu audiovisuel est certainement le contenu qui, avec la presse qui s'est déployée, a gagné ou est en train de gagner cette guerre de la guerre digitale. Et là, il y a des poches de valeur. On le voit d'ailleurs quand on vend la vidéo online pour des grands annonceurs qui veulent choisir des contextes particuliers, qu'on appelle le CPM, chacun le connaît, on peut le valoriser quand on a une régie. Donc à la fois, non, tension bien sûr sur des prix, avec guerre de valeur, mais création de nouveaux modèles, de nouvelles poches de valeur, et c'est bien sûr là où il faut aller. Laurent, tu m'en voudras pas de pas forcément être d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est aussi le but de converser. Moi, je crois qu'au contraire, le digital et ce qu'il a induit, c'est-à-dire la fragmentation des supports et des audiences et la démultiplication des supports, est au contraire une formidable opportunité de créer de la valeur sur nos médias, et notamment sur le média télévisuel. Ce qui est sûr, c'est que depuis 7 ans,
si on prend le paysage, pour parler de la télévision qui concentre 50% des investissements publicitaires, il y a 7 ans, le gâteau publicitaire, comme on l'appelle, même si je trouve que cette expression n'est pas forcément la plus heureuse, représentait environ 3,5 milliards d'euros pour un nombre de GRP, X millions de GRP délivrés. Aujourd'hui, pour le même nombre de GRP délivrés, il a fondu de 7 ou 8%. Voilà. Pendant ce temps-là, la consommation de la télévision a plutôt augmenté, parce que ce qui a été induit par l'arrivée de la TNT, l'arrivée du digital et la possibilité aujourd'hui de regarder du contenu sur le support de son choix, fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant regardé de contenu. Le temps passé devant la télévision de manière linéaire a augmenté. Si on rajoute à ça le temps passé à regarder la télévision en streaming ou sur son ordinateur, sur sa tablette, fait que les Français, comme tous les habitants du monde, n'ont jamais autant regardé et consommé de contenu. Il y a un chiffre d'ailleurs à ce sujet, pour aller dans le sens de ce que tu dis. Je crois qu'aux États-Unis, avec justement ces nouveaux usages, la délinéarisation, l'augmentation de l'audience a été de 11%. En France, ça n'est que de 3% pour l'instant. On est un peu en retard, peut-être parce qu'on est moins équipé, parce que ces usages... Mais enfin, de toute façon, il y a une augmentation, effectivement, de l'audience générale. Avec 3% sur le rattrapage. Mais la durée d'écoute moyenne est passée, je crois, de 3h20 à 3h35 en quelques années. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement, vu que les gens regardent plus de contenu, on devrait être capable de leur donner plus de publicité et de mieux la monétiser. Je pense que l'arrivée, en tout cas le secteur publicitaire, est aujourd'hui pas à sa maturité concernant l'arrivée du digital. Je pense qu'on a eu une première période avec plein de petits acteurs indépendants qui ont eu tendance, pour pouvoir exister, à brader les prix. Il y a eu une première phase de destruction de valeur qui est arrivée dans la presse, vous pouvez peut-être en parler, où les journaux papier payants, quand ils sont arrivés sur le digital, ont proposé gratuitement leur contenu, ce qui a été, je pense, à mon sens, une folie, mais surtout avec la généralisation des smartphones et la possibilité de consommer Internet partout et de manière gratuite. Mais pour en revenir au contenu vidéo, je pense qu'on assiste à un mouvement de consolidation, à une augmentation du savoir-faire, et je pense que d'ici quelques années, le point GRP, qui est donc la valeur du système, va réussir à remonter. C'est-à-dire qu'on va réussir à recréer de la valeur pour les éditeurs de contenu et tous les groupes audiovisuels. Je pense que la presse va faire un mouvement en ce sens, je pense que vous pourrez nous en parler, et je pense qu'on va réussir d'ici quelques années à recréer de la valeur. Et je pense que le digital a réussi à augmenter la consommation de contenu pour les gens. On dit que les gens lisent plus de journaux, mais c'est pas vrai, les gens n'ont jamais consommé autant d'informations qu'à l'époque. Donc on est quand même dans un système très contre-intuitif, et je pense qu'au contraire, ce digital est une formidable opportunité pour les groupes médias, quel que soit le support qu'ils éditent, d'augmenter leur valeur. Oui, pour rebondir sur ce que disait Yannick, effectivement, en basculant de l'ère du papier à celui du numérique, on a changé radicalement de paradigme. On est passé d'un univers fini, avec un certain nombre de journaux et de magazines, à un univers infini, effectivement, qui est celui du digital. Donc on voit bien, effectivement, la nature de la menace, mais aussi de l'opportunité. Moi, je suis assez confiant, effectivement, alors non seulement pour le Figaro, mais plus généralement pour la presse, pour 2 raisons. D'abord, on s'aperçoit, effectivement, que les leaders du news aujourd'hui sur Internet, qui sont-ils? C'est le Figaro, c'est Le Monde, c'est l'Obs, c'est l'Express, etc. Dans cette même salle, on aurait posé la question il y a 3 ou il y a 5 ans, vous m'auriez dit probablement les leaders demain, ce seront des agrégateurs à la DIC, des Google News ou des réseaux sociaux, etc. Eh bien non, les leaders aujourd'hui du news sur Internet, ce sont effectivement les vieilles marques de presse. Et elles le sont d'ailleurs au prix d'investissements considérables. Sur ces 3 dernières années, le secteur de la presse a investi 250 millions d'euros dans sa modernisation. Et sur les 10 dernières années, ce sont 1000 journalistes, 1000 qui ont été recrutés sur le numérique. Donc premier élément d'espoir, effectivement, les leaders du news, ce sont les groupes de presse. Avec les télés qui sont pas trop loin, TF1 News et France Télé aussi, qui a lancé un site d'information numérique, ont des audiences à peu près de 5 millions de pages vues, je crois, par mois. Ils se battent bien, ils sont derrière, mais c'est vrai ils sont plus récents dans le métier. Est-ce que vous pensez que... Et alors, juste le deuxième facteur d'espoir, pour revenir sur ce que disait Yannick, c'est qu'effectivement, on pourrait croire que chaque écran chasse l'autre et qu'on est engagé dans une sorte de folle course en avant où l'audience d'un nouvel écran cannibalise l'audience de l'écran précédent avec chaque fois une destruction de valeur. Ça, c'est pas vrai, parce que quand on regarde effectivement notre structure d'audience, si vous prenez sur un exercice à val juin-juin, le Figaro, papier, il a fait plus 1,6 en diffusion au JD. Donc il continue effectivement à avoir une audience relativement résiliente. Dans le même temps, toujours sur un an,
le site internet a fait plus 25% en visite, les smartphones ont fait plus 159%, la tablette a fait plus 450%. Donc on voit en fait que le gâteau digital augmente, qu'on augmente nos audiences et qu'en général, l'audience finit toujours par rencontrer son marché publicitaire. Alors justement, on voit bien donc les bouleversements, ils ont été très clairement décrits avec des faits très concrets sur la mesure d'audience, etc. Et en même temps, cette question de la valeur, elle est essentielle. Et pour créer de la valeur, il faut aussi que les marques sentent qu'il y a dans les campagnes, dans le lien avec les consommateurs, eh bien, motif à créer de la valeur. Donc la valeur, finalement, elle n'est que le résultat de ce que les gens sont prêts à payer parce qu'ils voient les résultats très concrètement. Comment cette révolution a changé la façon de créer le lien avec le consommateur, avec la marque, de faire des campagnes? Avant, on mesurait le GRP, c'était la productivité, était vraiment cette mesure-là. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qui est important? Et comment créer de la valeur, justement, pour tout le monde? Ce qui est fascinant avec l'apparition du digital pour la communication, c'est que ça bouleverse totalement les modes de construction de campagne, quels qu'ils soient. Pour les marques, disons très retail, pour rebondir un peu sur ce que disait précédemment Jean-Marie Dru, le digital et les campagnes digitales sont une formidable opportunité de mesure instantanée sur les ventes. On peut voir clairement si avec la campagne display ou les vidéos sur tf1.fr... Vous avez un ou deux exemples concrets comme ça, récents, on peut les citer? Vas-y, Laurent. Des exemples concrets, je peux vous citer, peut-être ça va vous intéresser. Nous avons lancé un partenariat avec Shazam en France pour rendre les écrans de publicité tagables. Chacun connaît ici, bien sûr, Shazam. On avait lancé ça avec l'application TF1 au mois de juin. Et une campagne a commencé dimanche avec SFR. Et sur la seule soirée de dimanche, le spot de SFR qui vous permettait d'accéder à un contenu en live dans le studio de SFR et puis de gagner ou de rentrer en connexion avec la marque a été tagué 60 000 fois. Elle est passée sur TF1, mais également sur d'autres chaînes de télévision, mais bien sûr essentiellement sur TF1, qui a d'ailleurs réalisé une très belle audience dimanche. En une soirée, nous estimons... Avec 7 à 8 notamment. Et excellente émission produite par une très très belle boîte de prod. Nous estimons que sur les 3 jours ou les 4 jours que va durer cette campagne, on va atteindre les 100 000 tags avec cette connexion. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour une régie publicitaire de télévision, son travail, c'est de devenir, et sa stratégie, de devenir un acteur totalement intégré de la communication des marques. Ne pas simplement se limiter au spot de 30 secondes de publicité, qui reste l'épicentre de la puissance de communication à travers la pub, mais de pouvoir offrir avec les agences à nos clients annonceurs l'ensemble des dispositifs. Et en effet, pourquoi Shazam, pourquoi l'interactivité? Parce que comme tu l'as dit Emmanuel, aujourd'hui nous avons constaté que, peut-être même un peu plus depuis quelques semaines, quelques mois, 54% de ceux qui possèdent un autre écran, smartphone, tablette, PC ou Mac portable, regardent la télévision avec ce second écran. Que 80% des tweets est généré par les contenus audiovisuels. Et donc l'accompagnement par le second écran nous permet bien sûr de consommer plus de contenus audiovisuels, mais au-delà, dans la partie communication des marques sur les médias, de rentrer en connexion et de créer de nouvelles façons de communiquer entre la marque et son consommateur, avec 2 leviers très intéressants, plus de points de contact, c'est-à-dire plus de volume d'audience pouvant être délivré à la marque, mais surtout une nature de contact différent. Car vous ne consommez pas de la même façon les contenus audiovisuels quand vous regardez un grand écran de télévision ou quand vous allez le choisir en catch-up TV ou quand vous allez le commenter. Et donc cette capacité à toucher plus et différemment et certainement mieux le public, les consommateurs français, est bien sûr porteur de beaucoup de potentialités de développement avec un impératif, ça a été dit par toi et par Yannick, mesurer de mieux en mieux l'efficacité de ces connexions, de ces produits. C'est pour cela aussi que sur le monde de la télévision, on va de plus en plus vers des mesures d'efficacité des audiences publicitaires fondées sur les cibles sociodémo, mais de plus en plus sur l'efficacité des acheteurs et de la capacité à délivrer, bien sûr, de l'acte d'achat pour les marques. Oui. Je souscris totalement à ce qu'a dit Laurent, mais juste pour compléter en 30 secondes, pour bien que vous compreniez au niveau des marques ce que le digital a changé, c'est qu'auparavant, jusqu'à la généralisation d'Internet, on avait une communication très top-down, c'est-à-dire que la marque voulait délivrer un message, elle faisait, je sais pas moi, pour une voiture, elle disait, voilà, c'est la nouvelle voiture, elle est très bien, elle a un bon moteur, elle coûte pas cher, elle mettait des affiches,
Elle achetait des spots sur TF1, des pubs dans le Figaro, et après les gens, s'ils étaient intéressés par acheter cette voiture, que le look leur plaisait, que leur prix leur paraissait dans le budget, ils allaient chez le concessionnaire pour faire la vente. Aujourd'hui, le digital a changé totalement les choses, parce qu'on est passé d'une relation top-down de la marque vers le consommateur à, grâce au digital, une conversation non seulement qui permet un retour, parce que avec toutes les communautés Internet, l'interaction que permet le digital, les consommateurs peuvent parler directement et s'adresser à la marque, mais surtout des conversations entre les gens. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous voulez partir en vacances dans un hôtel, on vous recommande un hôtel, je sais pas, moi, vous voulez partir au ski, aux Arcs, ailleurs, n'importe où. Avant, vous alliez voir votre agence de voyage. Et vous expliquez, ça c'est très bien, puis vous y allez. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous allez voir ce que les gens disent sur les forums, les expériences utilisateurs. Ça devient idem pour l'achat d'une voiture, d'un smartphone. Donc on est réellement aujourd'hui dans un monde pour la marque qui est de plus en plus complexe à organiser, et la relation du coup marque-consommateur a été totalement bouleversée. Je rebondis sur cette idée du forum, cette conversation avec la marque. Les médias ont aussi des marques. J'ai vu que Danse avec les stars avait créé une sorte de social TV. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, notamment les 18-25 ans, en même temps qu'ils regardent la télévision, conversent, etc. Donc comment est-ce que vous pouvez utiliser cette nouvelle façon de consommer les contenus au bénéfice des marques, des liens avec les marques? Parce que je pense, Emmanuel, que la télévision reste à l'épicentre du monde des médias par la capacité à fédérer des grandes audiences et à être le média qui est le plus regardé chaque jour. On a dépassé en 2012 les 4 heures de consommation de télévision par Français et par jour. Donc les consommations, et comme tu le disais, il n'y a pas eu de cannibalisation, mais la consommation de télévision depuis 3 ans n'a cessé de progresser. C'est l'épicentre. Mais quand je parlais de nouvelle ère de la télévision, on ne fait pas simplement que regarder la télévision. Puisqu'on va pouvoir la choisir, la commenter, discuter, échanger. Yannick l'a dit bien sûr sur le monde digital, c'est ça la révolution. Et donc c'est une révolution commerciale et de régie, mais c'est d'abord une révolution éditoriale et de produits. Et très concrètement, toi qui es producteur. Voilà. Mais comment faire d'abord, le contenu audiovisuel, il est de plus en plus hybride. C'est-à-dire qu'il s'adresse, il a un format pour la télévision, mais vous pouvez le modeler pour les consommations complémentaires, digitales, mobiles, etc. La télévision, la télé-réalité, les grandes émissions de divertissement, tu vas parler de Danse avec les stars ou de The Voice, demain l'information aura cette capacité à s'adapter au mode de consommation. Deuxième élément extrêmement fort, c'est que ce dialogue direct que l'on peut avoir avec le contenu, il est de plus en plus intégré aux émissions. Et même il va les modeler. C'est-à-dire que vous allez interagir, et vous interagissez déjà, ça a été fait depuis plusieurs temps avec l'émission Secret Story, où le consommateur, le téléspectateur va pouvoir prendre part à l'émission. Et les réseaux sociaux sont en cela un formidable vecteur d'échange et puis surtout de rassemblement autour des contenus audiovisuels. Et notamment nous permettent de générer plus d'audience parce que les contenus permettent aujourd'hui d'être commentés, échangés et ont d'autres fonctionnalités qu'il y avait encore il y a quelques années. Alors effectivement, cette dimension de conversation, nous, elle est tout à fait au cœur de notre stratégie. Désormais, lorsqu'un journaliste produit un article, c'est un événement générateur. Mais derrière, effectivement, il y a toute une conversation qui va se créer. Et de plus en plus, d'ailleurs, un journaliste est aussi effectivement un animateur de communauté. Cet article, il va être tweeté, il va être facebooké, il va être commenté. Je vais vous donner qu'un seul chiffre. Chaque mois, sur lefigaro.fr, il y a 400 000 commentaires qui sont postés. Donc et il y a des articles qui sont commentés à hauteur de 5 000 ou 10 000 effectivement, commentaires. Donc on voit bien effectivement cette dimension extrêmement riche de l'échange avec nos internautes. On est véritablement passé, ce qui était une vraie révolution sur le Figaro, une vision effectivement d'un monde top-down où les sachants s'adressaient effectivement à leurs lecteurs, un monde maintenant véritablement à plat où le public a pris le pouvoir et s'est approprié effectivement la conversation autour d'un fait générateur qui est l'article du journaliste. Alors on voit bien une révolution aussi sur la façon de concevoir les contenus, de les consommer, entre guillemets. Si on essaie de se projeter, alors c'est toujours très difficile, et puis on voit tellement imprévisible la façon dont les choses peuvent se passer. Qui eût pensé il y a 10 ans, je crois que Google existait à peine, il y a 5 ans, Facebook existait à peine. Bon, mais si on essaie de se projeter dans les 3 ans, les 5 ans qui viennent, quels pourraient être les... On parle de l'arrivée de la Google TV, de ces grands géants Apple, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands médias que sont le groupe TF1, le groupe Canal, puisque maintenant vous en faites partie avec Havas. Non, vous n'êtes pas actionnaire du... Bolloré est actionnaire de Vivendi, mais Havas, c'est deux choses très différentes. Bon.
Il y a des liens, il y a des liens. Le groupe Figaro, aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez l'arrivée de ces grands médias ou de ces grands acteurs plutôt, qui ne sont pas encore des médias mais qui ont envie de le devenir? Écoutez, moi j'ai une opinion assez tranchée là-dessus. Je me suis acheté la Apple TV, la petite boîte noire, là, j'ai payé 120 € je crois, ou 119 €, et je l'ai branché à mon téléviseur. Et il y avait du coup la chaîne YouTube là. Donc j'ai regardé, puis je savais pas quoi regarder, donc j'ai regardé Most Viewed, les plus vus en français. Et je suis tombé sur un bébé qui marchait, mais bon, c'était pas mon bébé, je le connaissais pas, c'était complètement égal. En qualité dégradée quoi pour la télé, quoi. C'était vraiment, je me suis vraiment déclaré. Et en fait, ce qui est important, c'est de se poser la question d'usage et toujours d'essayer de se mettre à la place du consommateur et donc du téléspectateur. Moi, je pense que, je ne sais pas comment sera le monde dans 10 ans, Emmanuel, je ne peux pas te répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que dans 10 ans, les gens regarderont du contenu. Les gens liront des contenus presse et regarderont la télévision ou des contenus vidéo. Que ce soit de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas s'ils les regarderont sur la télé. Je ne sais pas s'ils les regarderont sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, sur mini tablette ou gros smartphone, je ne sais pas comment ça va s'appeler, je veux dire, plus tous les supports qui restent à être inventés dans les prochaines années. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils regarderont du contenu. Et ils regarderont du contenu de qualité, parce que les gens deviennent quand même de plus en plus gâtés, et ils veulent des choses propres, avec un bon scénario, et qui dit des choses propres avec un bon scénario, des bons acteurs, dit du talent, et le talent, il faut le payer, il faut du temps pour qu'ils puissent écrire. Donc, ceux qui gagneront la partie demain pour moi, seront ceux qui auront la capacité de produire du contenu de grande qualité. Alors je vais poser la question un petit peu différemment. Qui pourrait être parmi ces acteurs les agrégateurs de contenu puissants? Les agrégateurs de contenu puissants, puisque... Je pense que pour des questions de business model, aujourd'hui, les éditeurs de télévision seront les grands gagnants de ces futurs agrégateurs de contenu, parce que des TF1, des M6, des Canal+, des France Télé, pour la télé, des Figaro, des groupes Le Figaro, des groupes et les autres groupes de presse, les groupes de radio sont ceux qui savent produire, sont ceux qui ont les talents, ce sont qui ont les droits et qui ont la capacité déjà d'amortir ces droits. Donc je pense qu'à terme, les acteurs existants, pour peu qu'ils prennent les bonnes décisions, je veux dire, c'est pas un monde sans embûches, mais je pense que les acteurs domestiques nationaux, s'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils continuent d'investir dans les contenus de qualité, seront les grands gagnants dans 10 ans. Dans un univers d'ailleurs réglementaire qui continue aussi à, d'une certaine façon, ça c'est une question, les protéger ou pas face à ces grands acteurs. Oui, Yannick, moi je suis absolument d'accord avec ça. À la question quid et quelle est la clé c'est le contenu. Nous avons beaucoup parlé d'écran, de mode de connexion, de tuyaux. La clé c'est le contenu. Et si les groupes français arrivent à marier à la fois la recherche, l'achat, la production de contenu premium et la capacité ensuite, dans la chronologie des médias telle que et elle se passe en France, et dans le mode de consommation complémentaire que nous avons essayé de décrire, ont la capacité de marier ces deux stratégies, alors les médias français, parce que ce sont des marques fortes, comme tu l'as dit pour Le Figaro, des marques référentes, émergeront naturellement dans un monde sans fin et multifragmenté. L'expérience de Yannick sur la Google TV ou l'Apple TV avec YouTube est passionnante, très intéressante. D'ailleurs, s'il me permet, je vais l'utiliser pour les clients de TF1 en lui disant même Yannick, il a pas trouvé de contenu premium. Est-ce que tes enfants en ont trouvé? La question, c'est est-ce que tes enfants vont plutôt sur YouTube? Non, plus pas les enfants, personne n'a trouvé. Non, mais c'est très intéressant. Mais je pense que Google, Apple, YouTube vont tout essayer pour essayer d'y arriver. Je pense que c'est pas évident que les chaînes actuelles y arrivent. Je veux dire, vous avez un boulot dingue devant vous. Mais pour nous, groupe de com', ce qui est important, c'est de pouvoir proposer une audience à nos annonceurs pour qu'ils puissent délivrer leur message. Voilà. Donc nous, on sera toujours à la recherche d'audience, si possible qualifiée, ce que permet l'Internet. Mais je pense que vous avez des concurrents sérieux, parce qu'ils ont des deep pockets, comme on dit, mais vous pouvez encore y arriver. Et je pense que dans 10 ans, peut-être Laurent sera encore invité dans ces forums. J'espère bien sûr. Peut-être un point, bien sûr que les concurrents sont sérieux. Il y a une valeur extrêmement forte aux éditeurs de télévision et diffuseurs de télévision en France et ailleurs qui caractérise une valeur forte pour nous, c'est le mass média. La particularité de la télévision, c'est de générer des audiences fortes. Il y a 48 heures, la série Mentaliste sur TF1 a rassemblé pour son premier épisode 9,5 millions de téléspectateurs.
En 2012, pas en 1995. Mais ce n'est pas simplement le fait de générer ce chiffre qui est important, c'est de le générer de façon simultanée. La différence et la valeur, et notamment pour les agences, les groupes de médias et les annonceurs, c'est cette valeur-là. Il y a beaucoup de clients, pardon d'être un peu long, mais qui nous disent « Formidable, j'ai fait 140 millions de vidéos vues sur YouTube en 6 mois dans le monde entier. » 140 millions de vidéos vues en 6 mois sur le monde entier, quand vous pouvez faire, je prends l'exemple d'un très grand marque de luxe qui son très beau film au début d'année a fait 8,2 millions en 3 minutes 30, simultanément, faites la mesure. Cette valeur-là, elle est unique. Et plus le monde se fragmentera, plus nous la verrons et nous la voyons comme unique. À 2 conditions, garder la capacité de fédérer, de produire les meilleurs contenus, tu sais la problématique, et également de se déployer sur l'univers de consommation, de nouveaux produits, de nouvelles façons d'échanger, de commenter, de converser sur des contenus forts. C'est une des clés absolues. Alors, on pourra parler de régulation, de réglementation, de capacité d'investissement. Bien sûr qu'il y a des contraintes, évidemment qu'il y en a. Il y en a sur tous les marchés. Mais ça, c'est la clé. Alors, juste Patrick, c'est Pascal, mais Patrick, j'aime bien aussi. Où je suis assez confiant pour mes confrères de la télé, c'est que cette révolution qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire l'arrivée des barbares par l'IP, nous, on l'a connu depuis effectivement de nombreuses années, comme je vous le disais au début. Les leaders du news aujourd'hui, c'est pas Facebook, c'est pas Google News, c'est pas Yahoo News. Le leader du news aujourd'hui, c'est Le Figaro devant Le Monde, etc., etc. Et donc, les 2 clés, c'est vraiment effectivement la force de la marque et la capacité à produire ou à posséder des contenus originaux. Et ce sont les 2 clés. Lorsqu'on les a effectivement, on peut trouver sa place dans l'univers du numérique par rapport à tous les agrégateurs du monde. Et nous, on voit bien effectivement par rapport à toutes ces plateformes, on a un rapport un peu dialectique avec elles. C'est-à-dire que tout notre souci en tant qu'éditeur, c'est d'arriver à développer des audiences et des modèles de revenus en s'appuyant sur des grandes plateformes qui structurent le web, qui s'appellent Google, qui s'appellent Amazon, Apple, Facebook, etc. Tout en arrivant effectivement à un partage de la valeur avec elles qui ne s'exerce pas uniquement au profit de cette plateforme. Pour nous, il est là l'enjeu. Donc ce sont des partenaires, ce sont aussi des concurrents. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de trouver le bon point d'équilibre. Très bien, merci. Écoutez, on a parfaitement respecté les temps. Il reste, je crois, 50 secondes. Donc, vous avez été parfait. Merci pour ces perspectives, ces messages aussi très optimistes sur ces liens qu'il y a avec les grandes marques de médias que vous êtes, que vous produisez. Avec la production aussi, je me permets d'avoir une expérience personnelle. C'est vrai qu'il y a aussi une expérience forte de tous ces grands médias, c'est qu'ils ont créé des liens avec les talents, avec les producteurs très variés, que ce soit de magazines, de fiction, de séries télé. C'est vrai que ces liens sont forts. C'est ce qui fait que demain, les producteurs et les talents auront envie de fabriquer des programmes plus pour des grandes marques comme TF1 ou Canal ou France Télévisions ou d'autres, ou M6, plutôt que pour Google ou d'autres acteurs avec qui il n'y a pas forcément les mêmes liens. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté à ce premier panel et très bonne continuation de journée. Merci beaucoup Emmanuel.